Dame Tragny, on va poursuivre cet hommage avec vous. Rappelons-le aussi, à peine élu président, VGE s'engage dans une révision constitutionnelle dont l'impact d'ailleurs sera minimisé à l'époque et pourtant elle va s'avérer absolument majeure pour la vie parlementaire. Et oui, en 1974, VGE vient tout juste d'être élu président de la République et il affiche déjà sa volonté réformatrice dont on a déjà parlé. Le jeune président veut alors rééquilibrer les droits de la majorité et de l'opposition pour donner plus de pouvoir à l'opposition. Et pour cela, il commence par la mère des réformes. Vous venez de le dire, Rebecca. La mère des réformes, c'est bien sûr la révision constitutionnelle. Écoutez et regardez. Le Parlement a voté ce matin à Versailles une réforme constitutionnelle. Quel en est l'objet? C'est de permettre à un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si une loi est bien conforme à la Constitution. Jusque-là, il y avait la majorité qui avait tous les pouvoirs, tous les droits, qui parlait seule, et la malheureuse opposition était réduite au silence et à l'impuissance. La démocratie, ce n'est pas la capture du pouvoir. C'est un débat dans lequel il y a des gens plus nombreux qui ont le pouvoir, des gens moins nombreux qui sont pour le moment hors du pouvoir. L'opposition, en fait, ne pouvait exercer aucun droit. Et elle ne pouvait pas saisir le Conseil constitutionnel, ce qui était assez choquant. Voilà donc un Giscard en 2019 qui revient sur cette réforme de 1974, extrait du documentaire 1974, l'alternance Giscard, documentaire de Pierre Bonde-Joseph, produit par Public Sénat en partenariat avec les Archives nationales et que vous pourrez voir sur notre antenne samedi à 19h30. Voilà pour donc l'autopromo. Mais on va revenir un petit peu au fond. Jusqu'en 1974, sous De Gaulle et sous Pompidou, eh bien, la majorité a tous les pouvoirs, ou presque, puisque seul le président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux chambres peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Eh bien, grâce à la réforme constitutionnelle adoptée le 21 octobre 1974 par le Parlement, qui avait d'ailleurs été rassemblé en congrès à Versailles, eh bien, désormais, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel s'ils estiment qu'un texte n'est pas conforme à la Constitution. Et quel a été l'impact de cette réforme, Tam ? Vous l'avez dit, au départ, ça a été un peu minimisé. On avait même parlé de réformette pour cette révision. Mais aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, eh bien, on mesure les conséquences majeures de cette réforme pour la vie parlementaire et puis pour la pratique constitutionnelle. Je vais vous prendre quelques exemples qui datent simplement de 2020, de cette année. Juin 2020, la proposition de loi Avia sur les contenus haineux sur Internet. Eh bien, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de 60 sénateurs LR. Eh bien, le Conseil constitutionnel a finalement jugé qu'il y avait atteinte à la liberté d'expression avec ce texte et a notamment censuré la mesure phare de cette proposition de loi, le délai de 24 heures laissé aux opérateurs pour retirer un contenu illicite. Bref, le texte a été complètement vidé de sa substance. Autre exemple, en août 2020, la proposition de loi qui instaure des mesures de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme et des mesures à l'issue de leur peine, un texte porté par la République En Marche à l'Assemblée. Eh bien, le Conseil est saisi par plus de 60 députés et sénateurs de gauche, mais aussi par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Et là encore, le Conseil constitutionnel censure l'article principal qui instaure des mesures de pointage, de bracelet pour des terroristes qui ont purgé leur peine, mais qui sont jugés encore dangereux, parce que selon lui, ça contrevient à des libertés comme celle d'aller et de venir pour des durées trop longues. Et puis en plus, on n'a pas le besoin de prouver la dangerosité de l'ex-détenu à l'issue de la peine. Troisième exemple, novembre 2020, saisine sur le texte instaurant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février par 60 députés, 60 sénateurs de gauche. Et là, c'est la durée qui pose problème pour les parlementaires, mais pour le coup, eh bien, le Conseil constitutionnel a validé pour l'essentiel l'instauration de cet état d'urgence sanitaire. Est-ce que, pour vous, finalement, Cédric Perrin, tout ça, ça montre que l'importance de cette réforme et ça montre aussi que c'est vraiment rentré aujourd'hui dans la pratique parlementaire. Vous y pensez quand vous débattez un texte dans l'hémicycle ? Mais je pense que c'est quelque chose qui est devenu
complètement normal et qui est très très utilisé. Vous venez de citer quelques exemples qui montrent que ça a une grande utilité pour l'opposition, mais aussi pour la majorité. Pour le cas, je rappelle que elle peut être aussi saisie par la majorité, c'est le cas parfois. Moi j'ai fait des études de droit et en droit constitutionnel, un des grands souvenirs qu'on a, c'est celui de cette réforme qui est quand même très marquée, qui est très très présente, tout comme l'est la réforme de la QPC en 2008. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, qui songerait seulement à revenir sur la QPC alors qu'elle a été tellement contestée. Qui vient de fêter ses 10 ans. Qui vient de fêter ses 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans maintenant. C'est un élément qui d'ailleurs était contesté par Giscard. Il n'était pas très favorable. Et d'ailleurs, au Conseil constitutionnel, lorsqu'il y était, il n'a jamais signé aucune QPC. J'ai lu ça récemment. Mais je pense que ce sont des éléments qui font progresser le droit, qui font progresser la manière dont on peut avoir, en tout cas pour nous ici au Parlement, des pouvoirs supplémentaires. Et aujourd'hui, plus personne, évidemment, n'oserait revenir sur ces sujets. Mais c'est fou qu'on ait parlé de réformette à l'époque, quand on voit le tournant que ça a été pour la vie parlementaire et pour vous, sénateur. Personne n'y était vraiment favorable. Et je pense que, avec l'esprit de l'époque, je pense que Valéry Giscard d'Estaing anticipait peut-être une perte des élections législatives de 78. Il anticipait peut-être aussi les choses en se disant, si toutefois nous devions être dans l'opposition, il faut qu'on ait des moyens d'action, puisque je rappelle que la gauche à l'époque annonçait des mesures terribles pour l'économie. Pour l'époque, c'était des nationalisations à n'en plus finir, etc. Et je pense que Giscard, à ce moment-là, peut-être, je pas dans sa tête, mais envisageait cela en se disant, c'est aussi, quand il disait, tout à l'heure, dans la citation, c'était, j'ai dit, des gens qui provisoirement n'ont pas le pouvoir, mais qui peuvent l'avoir un jour. Et donc, lui, il anticipait peut-être ça en se disant, un jour, ça pourra nous servir. Tam, quel était l'objectif de VGE, justement, en donnant plus de pouvoir ? Eh bien, il y a l'objectif de fond, c'est de faire en sorte que les lois adoptées soient le plus conformes possible à la Constitution et qu'on ne puisse pas escamoter cette étape au motif qu'un texte émane de la majorité. Mais en plus de cela, vous l'avez dit, il y a un peu de tactique. Ça reflète aussi tout l'état d'esprit de VGE, président de la République. Et là-dessus, écoutez l'historien Nicolas Vinci. Faire s'épanouir le débat au Parlement, c'est une manière aussi de le canaliser. Faire s'épanouir le débat avec l'opposition, c'est aussi une manière de pacifier la démocratie française. Et c'est un des buts de la doctrine giscardienne du pouvoir, si on peut dire. On est toujours sur une idée qui est que le changement ne conduit pas à la révolution, mais qu'au contraire, il l'éloigne. Ça, c'est théorisé par le pouvoir giscardien, par les collaborateurs de Valéry Giscard d'Estaing. C'est vraiment l'idée d'avoir des réformes plutôt que des émeutes.